Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition TV Images 48. La Lozère est l'un des 93 départements français créés lors de la Révolution française en 1789. Et Florac en devint la sous-préfecture, aujourd'hui calme et accueillante. Mais ça n'a pas toujours été le cas, comme le précise Roger Lagrave dans un de ses ouvrages sur l'histoire de Florac. À cette époque, Florac était une petite ville de grand passage. Le trafic se faisait de Montpellier jusqu'à Saint-Flour, en passant par la Grand-Rue, ici même. Il faut s'imaginer un trafic intense et ininterrompu, avec des véhicules de toutes sortes, des chevaux, des bestiaux à cordes et des bestiaux à laine. Avec, évidemment, plein de monde. Florac étant situé à la croisée des chemins, les idées révolutionnaires rencontrèrent beaucoup de succès. Et il faut dire que Florac montre alors un attachement particulier aux principes de liberté et d'égalité. Et la population floracoise embrassa avec ardeur la cause de la Révolution française. Et on discutait de la cause révolutionnaire et on discutait des nouvelles fraîches arrivées d'ailleurs dans des estaminets, des auberges et des cabarets. Et il y en avait en tout 14 selon Roger Lagrave. Et dans ces tavernes, si on y chantait beaucoup à la gloire de la Révolution, eh bien parfois les esprits s'échauffaient, le ton des conversations montait et on allait même jusqu'au coup de fusil. Et pour calmer toutes ces ardeurs et toutes ces disputes qui se transformaient parfois en litiges et même en procès, nous avions, selon Roger Lagrave, pas moins de 12 hommes de loi, avocats et notaires. Et si l'on s'en réfère au registre de la police municipale, les problèmes étaient relativement nombreux. Tout cela pour dire que ce mélange de populations, riches et moins riches, d'ici et d'ailleurs, a engendré une véritable exaltation en faveur de la Révolution française. J'ai une petite anecdote. Roger Lagrave, qui vient de publier cet ouvrage sur la saga de Saint-Énimie, histoire et légende de cette cité médiévale. Eh bien, hasard ou pas, France 2 et Stéphane Bern se sont rendus sur place pour y faire un reportage. Nous sommes ici sur la place au beurre, là où les dames de Florac, des environs et du Causse venaient vendre du lait, des œufs et du beurre. Au sommaire de cette nouvelle édition TV Images 48, nous avons prévu de l'eau, de la peinture, de la danse, de la pétanque, de la sculpture et aussi du vélo. Je crois n'avoir rien oublié. Petit retour en arrière au 8 mai 2014. Rendez les honneurs aux autorités. Ouvrez le banc. Dépôt de gerbes. Gare à vous. Sonnerie aux morts et minute de silence. Cette guerre coûta à la France 600 000 morts, civils et militaires. En ce jour de commémoration de la victoire des valeurs de la République et de la démocratie sur la barbarie, la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme, méditons cette pensée du résistant héroïque que furent Pierre Brossolette. Ce que nos morts attendent de nous, ce n'est pas un sanglot, mais un élan. Nous sommes réunis pour rendre hommage aux morts de la guerre 1939-1945. Bien qu'elle n'ait pas été aussi cruelle en nombre de combattants français tués que la Grande Guerre 20 ans plus tôt, elle prouvait, malheureusement, la difficulté des hommes à éviter les conflits. Pire que cela, elle dévoilait même un nouveau visage de la barbarie,
avec les camps de la mort et les outrages infligés aux populations civiles. 69 ans après la capitulation des armées nazies, nous pensons à tous nos libérateurs, aux combattants en uniforme, opérant sur les champs de bataille en 1940 comme en 1944, aux forces françaises libres, constituées auprès du général de Gaulle pour poursuivre le combat, aux résistants engagés contre l'occupant, opérant dans l'ombre, aux alliés, venus parfois du bout du monde, exprimer leur fidélité aux valeurs universelles de paix, de liberté et de fraternité. Fermez le banc. La Marseillaise va vous être interprétée par la classe de Monsieur Morin. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, que sang impur, à voix de nos sillons. Les autorités vont saluer les porte-drapeaux. Nous vous remercions tous et toutes de votre participation à cette cérémonie. Merci. C'est une équipe de bénévoles, ils traversent la France en diagonale et leur vélo leur sert à communiquer. Ils sont passés par Florac pour défendre une belle cause. Donc je suis président du comité de la Diagonale du Souffle, un comité qui a été créé en 1988, dans le but de sensibiliser, communiquer sur la mucoviscidose. Et donc notre principal but maintenant, le vecteur c'est le vélo, et on parcourt la France pour sensibiliser, informer, récolter des dons au profit de la recherche. Ce soir nous serons à Mende. Et donc notre périple après Mende sera Issoire, Saint-Amand-Montrond, Azel-Rideau, Janzay, Bégard et samedi prochain nous serons au Relais-Quéruon, petite ville située à quelques kilomètres de Brest. Donc le schéma de ces étapes, 4 arrêts par jour, 4 conférences sur la maladie et nous essayons de rassembler un maximum de personnes aux conférences sur la maladie afin de récolter des dons. C'est pas le premier objectif de la diagonale, c'est les dons viennent après, quoi. Si on a fait une bonne communication, si on a bien sensibilisé les gens, quand les gens entendent parler de virade de l'espoir, ils se disent ah là il faut aller faire un petit quelque chose, payer une entrée à 10 €, ça servira à la recherche. La mucoviscidose, c'est une maladie pernicieuse car elle ne se voit pas. Il n'y a aucun handicap. Et donc c'est une maladie génétique, malheureusement mortelle. Donc elle se transmet par le père et la mère. Donc les recherches avancent depuis la découverte du gène en 1989. Mais elle n'avance pas assez vite parce que comme les politiques et gouvernements successifs ne font pas leur travail comme il est fait dans certains pays, ça incombe donc aux bénévoles et aux associations comme la nôtre de sensibiliser, communiquer et de récolter des dons. Donc nos activités ne s'arrêtent pas à la Diagonale du Souffle, périple qu'on effectue chaque année. Tout au long de l'année, du 1er janvier au 31 décembre, nous organisons des concerts, des fest-noz, des vides-greniers, loto, tombola, soirées théâtrales. En fait, tous les mois, on est sur la brèche pour organiser quelque chose et pour récolter tout ça, ça profite à la recherche. L'eau qui coule de nos robinets, d'où vient-elle réellement et où va-t-elle? Nos nouveaux élus ont suivi le parcours de l'eau. Alors, suivons-les. Voilà, 700 mètres de dénivelé, ça fait 70 bars de pression. Donc sur le parcours, on a des réducteurs de pression. Avant, c'était des prises de charge, maintenant qui ont été modifiées, c'est des réducteurs de pression avec des appareils hydrauliques qui réduisent la pression à chaque prise de charge. Donc là, vous êtes en forêt domaniale de Finiels.
du Mont Lozère-Finiels. Donc c'est une forêt domaniale de plus de 2000 hectares, 2250 hectares, qui s'étend en gros sur la partie sud des crêtes du Mont Lozère. Donc avec un climat, comme on peut le voir aujourd'hui, assez rigoureux, beaucoup de vent, beaucoup de neige, des peuplements d'épicéas, du pin à crochet, du sapin pectiné essentiellement. C'est proche, tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais pourquoi vous êtes allé capter à la source? Mais effectivement sur le site on n'a pas de source repérée véritable, c'est un ensemble de zones humides qui fournit le ruisseau et c'est pour ça qu'on prend l'eau de surface, pour dire d'avoir un volume. On a quelques cibles, donc réouverture de milieux, ça peut être notamment des milieux de crête, les milieux ouverts, mais dedans il y a effectivement les tourbières, sachant qu'on passe surtout par Natura 2000 pour les tourbières, et effectivement un programme sur les cours d'eau par rapport à ce qu'on appelle les ripisylves, donc en fait la restauration de cordons feuillus, de zones diversifiées autour des cours d'eau, quand en fait on a des plantations résineuses qui sont très très proches des cours d'eau. Donc l'objectif il est plutôt écologique, l'objectif direct pour nous au niveau du parc national, notre légitimité c'est plutôt écologique que vraiment par rapport au captage, ceci étant c'est forcément lié, donc les intérêts se rejoignent. Cette journée qui s'est passée, on a fait cette journée pour montrer aux nouveaux élus du CIVOM un peu tous les travaux qui existaient. Donc on est monté au captage à Font-Bernard, captage tout à fait situé sur les pentes du Mont Lozère. Ensuite nous sommes passés à la station de reminéralisation de Cocurès, ce qui permet l'eau du Mont Lozère étant très acide. On avait des gros problèmes d'attaque des bassins et du matériel en général. Et puis on a bouclé la boucle avec la station d'épuration. La station d'épuration qui est quand même un outil important pour Florac et son territoire parce qu'elle est largement prévue en capacité puisqu'elle reçoit les résultats d'assainissement de Florac, de Cocurès, de Baie d'Ouest et de la Salle Prunet, ainsi que les effluents d'assainissement non collectif qui sont collectés et ramenés à la station d'épuration. Voilà, la station d'épuration, on a fait la boucle. On a un équipement complet, on a vu l'équipement complet du CIVOM, de la source à l'évacuation des effluents. Voilà, et ce sont des outils très efficaces et bien entretenus. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que donc on va récupérer l'eau sur les sources, presque à la source du Tarn, tout à fait sur les pentes du Mont Lozère, et qu'au bout du circuit de l'eau, à travers les différentes conduites qui l'amènent à Cocurès, dans les bassins autour de Florac, dans nos égouts, et après le passage à la station d'épuration, c'est rejeté dans le Tarn. Donc là aussi, une boucle qui se fait, une boucle naturelle de circuit de l'eau. Il paraît que la musique peut changer la couleur des arbres. Vous y croyez, vous? Je crois qu'il y a un trucage.
Ils étaient nombreux, répartis en équipes masculines et féminines. Et bien sûr, il y avait ceux qui défendaient les couleurs de Florac. Et, comment dire, le mieux, c'est de regarder. Sur le boulodrome de l'ancienne gare de Florac, et devant un public attentif, 94 équipes masculines et 16 équipes féminines se sont retrouvées pour disputer le championnat triplette. Même le vent était de la partie. Alain Bonnet, François Solaire et Alain Plan pour l'équipe floracoise et les trois frères Borel, Vincent, Xavier et Stéphane de la boule canourgaise semblent tenir la partie. C'est la finale homme et la pétanque de Florac semblent en difficulté. Finale femme, Almera, Pic et Ponce de la MGC Pétanque de Mende sont confrontés à Gilet, Machado et Brunel, Pétanque Sainte-Albanaise. Le score est déjà très serré. Alors il y avait donc 94 triplettes chez les messieurs, ce qui est pas loin de constituer un record. Je crois qu'il est à peu près de mémoire, je dirais, de 102 personnes à peu près, 102 équipes, pardon. Par contre, on est très en dessous au niveau des féminines, mais bon, au total, ça fait quand même 108 équipes, 108 triplettes qui ont participé. Aïe, 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 aïe. Je tiens à remercier tous les joueurs, la bonne humeur, joueurs et joueuses. Bonne humeur, le fair play, parce que j'ai entendu beaucoup d'applaudissements et dans les deux camps, que ce soit pendant les demi-finales ou les finales. Et puis je voudrais remercier monsieur le maire aussi, qui est là, Christian, pour toute l'aide matérielle que vous nous avez apportée, parce que ça a fait un cadre magnifique. Il n'y a pas de souci. Quant à cette dame, elles iront à lui-même nous représenter au championnat de Ligue, et pourquoi pas, merci à vous. Bravo, bravo, bravo. Championnat de France à Brive. Championnat de France à Brive, c'est pas la première fois que j'irai, mais j'irai pas cette fois-ci, c'est pas moi. Encore cette année, la ville de Florac va accueillir les peintures et les sculptures d'un artiste de renommée internationale. Ce seront les œuvres d'Alain Clément qui seront exposées. Nous l'avons rencontré lors de sa visite des lieux d'exposition. Oui, je suis très heureux d'exposer à Florac cet été, du 28 juin jusqu'à la fin septembre. Voilà, je suis à Florac, pourquoi? Parce qu'il y a une municipalité très dynamique qui veut faire de cette ville un lieu d'exposition dans différents endroits, parce qu'elle n'a pas d'infrastructure culturelle normale comme un musée ou un centre d'art.
Donc nous avons pris le parti de morceler cette exposition en mini-ensemble. Alors la chose la plus belle, c'est que nous allons tenter de traverser les sources du péché, non? Voilà, les sources du péché, enfin péché ER, pas avec un E, mais enfin peut-être qu'on fera des fautes. Et par 3 sculptures, nous allons faire certainement dans le temple, nous allons le séquencer avec de grands tableaux simples et sobres, pour ne pas gêner le culte. Nous allons prendre cette salle absolument époustouflante du tribunal en déshérence, dans lesquelles, voilà, une hauteur de plafond fantastique. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une salle pour faire un grand film sur le monde judiciaire du 19e jusqu'à la fin de la 4e République. Et puis la salle de la mairie, là où nous sommes actuellement. Voilà, c'est un challenge parce que c'est pas facile de faire une exposition dans des lieux d'abord aussi éclatés, de trouver un parcours pour que les gens puissent la visiter sans trop s'y perdre, et surtout de jouer avec un environnement qui n'est pas spécifiquement celui d'une galerie de tableaux ou d'un musée. Alors bien sûr, je ne suis pas le premier à faire cette exposition, et en fait ce qui a été le lien, c'est le sous-préfet qui était en fonction, qui est Boris Bernabeu, qui est un enchanté de la peinture. Voilà, il me fait penser un peu à cette très charmante nouvelle d'Alphonse Daudet, qui était le sous-préfet au champ. Tout le monde a lu ça dans son enfance. Un homme d'un autre état d'esprit que l'administration française. Et donc, avant moi, il y a eu Claude Viala, qui est mon complice depuis de nombreuses années. Nous avons été professeurs tous les deux et directeurs tous les deux aux Beaux-Arts de Nîmes. Et un ami de toujours aussi, qui est de Rougemont, qui a une maison dans le sud et qui a un atelier à Paris près du mien aussi. Oui, voilà, donc c'est pas tout à fait innocent cette rencontre avec Florac. Il y a maintenant quasiment une trentaine d'années, je louais le moulin du château de Salgas pour tout l'été, je louais ça tous les étés, pour que mes enfants puissent être à la campagne et que nous ayons là des réunions de famille. Donc Florac était la grande ville à côté de Salgas. Et j'ai gardé ce goût très particulier des Cévennes dans le fond de ces gorges, où on est totalement noyé par une nature exubérante. Voilà, et ce souvenir-là du bruit de l'eau constant, du moindre souffle de vent, parce qu'il souffle du vent, moindre souffle venant dans cette frondaison, a été, je garde de cela toujours une image très idyllique. Et pour ceux qui ne pourront visiter cette exposition, nous la ferons et nous vous la montrerons. Voilà, cette édition est terminée. N'oubliez pas que nous sommes aussi sur Facebook et sur Twitter. À bientôt.